Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous présenter le cours de la physiologie de la thyroïde. Pour le plan du cours, on va commencer par un rappel anatomo-histologique. Ensuite, on va aborder l'hormonosynthèse avec les différentes étapes qui aboutissent à la formation des hormones thyroïdiennes. Puis par la suite, la distribution de ces hormones thyroïdiennes, leur mode d'action, le catabolisme et ensuite la régulation de la fonction thyroïdienne et puis les effets biologiques de ces hormones thyroïdiennes et on terminera par la physiopathologie. Donc on commence par un petit rappel anatomique. La glande thyroïde est une glande endocrine qui est située dans la région cervicale médiane basse. Elle pèse d'environ 15 à 30 grammes. Elle est formée plutôt par deux lobes, donc un lobe droit et un lobe gauche. Ces deux lobes sont reliés entre eux par l'isthme. D'un point de vue histologique, la glande thyroïde a une structure particulière. Elle est formée de follicules. D'ailleurs, c'est l'unité fonctionnelle de la thyroïde, donc c'est le follicule thyroïdien, avec un diamètre moyen qui est de l'ordre de 200 micromètres. Ces follicules sont formés par un épithélium simple qui est fait de cellules folliculaires appelées thériocytes. Ces cellules folliculaires vont délimiter une cavité qui s'appelle l'espace folliculaire, cet espace contenant de la substance colloïde. Cette colloïde, c'est le lieu de synthèse des hormones thyroïdiennes, essentiellement la T3 et la T4, par les thériocytes. Il existe également d'autres cellules, appelées cellules parafolliculaires ou cellules C, qui sont responsables de la synthèse de la calcétonine. La biosynthèse des hormones thyroïdiennes passe par plusieurs étapes. Elle aboutit à la formation de la T4 ou la thyroxine ou la tétraiodothyronine et la T3 qui est la triiodothyronine. Elles ont en commun une même structure organique qui est la thyronine. Elles ne diffèrent que par leur nombre d'atomes d'iode. La thyronine, elle dérive d'un acide aminé qui est la tyrosine. Les hormones thyroïdiennes possèdent une même structure organique qui est la thyronine. Elle est formée par deux noyaux aromatiques reliés par un pont iter. Donc, les hormones se différencient entre elles par le nombre et la place variable des atomes d'iode qu'elles portent. Les deux précurseurs sont la monoiodotyrosine et la diiodotyrosine. Pour les hormones thyroïdiennes proprement dites, donc la forme finale, c'est la T3 et la T4. La T3, c'est la triiodothyronine et la T4, c'est la tétraiodothyronine ou la thyroxine. Donc deux appellations à la T4. Et il existe également une autre forme qui est la T3 reverse. C'est une forme inactive. Elle diffère de la T3 active ou la triiodothyronine par la place ou bien l'emplacement de l'atome d'iode. Donc, elle est placée au niveau de l'extrémité 5 pour la triiodothyronine et au niveau de l'extrémité 5' pour la T3 reverse. Voilà pour la structure des hormones thyroïdiennes pour avoir une idée générale. Pour les étapes de la synthèse des hormones thyroïdiennes, donc la première étape c'est bien la captation de l'iode, puis l'oxydation de cet iode et la formation de la thyroglobuline. Ensuite, il y aura une iodation de la tyrosine et puis le couplage des iodotyrosines ou des précurseurs qu'on a vu tout à l'heure en iodothyronine et enfin la sécrétion des hormones thyroïdiennes T3 et T4. La majeure partie de l'iode introduite dans la synthèse des hormones thyroïdiennes est apportée par l'alimentation. Donc, elle a une source exogène. Il existe également une source endogène qui résulte de la désiodation périphérique et intrathyroïdienne des précurseurs de la synthèse des hormones thyroïdiennes et des hormones thyroïdiennes inactifs. Les besoins en iode varient selon l'état physiologique et selon l'âge. Elle est de l'ordre de 100 microgrammes par jour chez l'enfant, elle est de 150 microgrammes chez l'adolescent
et de 300 microgrammes chez la femme enceinte et ou allaitante. La première étape de la production des hormones iodées dans le thyréocyte, c'est la captation de l'iode. Cette captation, elle se fait via un transport actif secondaire basolatéral. Donc, c'est-à-dire, il va se faire au niveau du pôle basal de la thyréocyte, de l'interstitium vers le cytoplasme contre un gradient électrochimique. Cette étape, elle est réalisée grâce au symporteur sodium iodure. Comme vous voyez sur le schéma, donc il va passer directement à l'intérieur de thyréocyte, puis il va passer vers le pôle apical pour rejoindre la colloïde via un autre transporteur qui est la pandérine. L'étape suivante, c'est bien la formation de la thyroglobuline. Donc, c'est un constituant majeur de la glande. Il s'agit d'une glycoprotéine donc géante dont le poids moléculaire est de 660 kDa. Elle comporte donc 2 chaînes polypeptidiques. Elle est synthétisée dans le ribosome, transportée vers l'appareil de Golgi, et puis il va être libéré dans la lumière folliculaire grâce à des vésicules d'exocytose. L'iode retrouvé à l'intérieur de la colloïde, donc l'iode qui était donc introduite via les symporteurs et qui a rejoigné la colloïde, il va se fixer sur les résidus thyrosyles de la thyroglobuline. Donc cette thyroglobuline, c'est une glycoprotéine énorme à l'intérieur de laquelle il va y avoir la synthèse des hormones thyroïdiennes. Donc, c'est à l'intérieur de la thyroglobuline qu'il y aura la synthèse. Troisième étape, c'est l'oxydation de l'iodure. Cette oxydation, elle se fait au niveau du pôle apical de thyréocyte sous l'action d'une enzyme qui est appelée le peroxydase thyroïdienne ou la TPO. C'est une enzyme qui va permettre donc la transformation de l'iodure en iode organique en présence de l'H2O2. L'enzyme TPO a une deuxième action qui est l'iodation de la tyrosine. Donc, l'iode organique va se fixer sur les résidus tyrosyles de la thyroglobuline. Comme on a dit, donc, toujours elle se fait au niveau du pôle apical, à l'intérieur de la colloïde, donc face au pôle apical de thyréocyte. La fixation d'un seul atome d'iode par le résidu tyrosyle va nous donner la monoiodothyronine et la fixation de 2 atomes d'iode va nous donner la diiodothyronine. Ces 2 molécules, ce sont les précurseurs des hormones thyroïdiennes. Ensuite, il y aura le couplage de ces précurseurs pour donner les hormones thyroïdiennes finales. Donc, le couplage d'un monoiodotyrosine avec un diiodotyrosine va nous donner la triiodothyronine, qui est la T3. Par contre, le couplage de 2 molécules de diiodotyrosine va nous donner la tétraiodothyronine, qui est la T4 ou la thyroxine, comme vous voyez sur l'image. Une fois la synthèse des hormones thyroïdiennes est achevée, la molécule de la thyroglobuline contenant les hormones thyroïdiennes va subir une pénocytose par le pôle apical des cellules thyroïdiennes. Puis, il y aura une migration des lysosomes contenant les enzymes protéolytiques qui vont dégrader la molécule de la thyroglobuline pour assurer la libération de ces hormones thyroïdiennes par un phénomène d'exocytose dans le sang. Donc, les hormones thyroïdiennes, la T3 et la T4, vont être libérées dans la circulation sanguine. Par contre, les précurseurs, la monoiodotyrosine et la diiodotyrosine, vont rester dans le thyréocyte et vont entrer dans un cycle de recyclage. Voici un schéma récapitulatif de la synthèse des hormones thyroïdiennes.
toutes les étapes de la synthèse sont sous la dépendance et sous l'action de la TSH. Donc une fois la TSH est fixée sur son récepteur au niveau de thériocyte, il va activer toute la cascade de la synthèse des hormones thyroïdiennes. La première étape, c'est le captage des iodures au niveau du pôle basal de thériocyte. Il va rejoindre le thériocyte à travers son transporteur couplé à celui de sodium. Puis il va passer directement vers la colloïde, passant par un autre transporteur qui est la pondérine, retrouvée au niveau du pôle apical. Une fois dans la colloïde, il va subir une organification pour donner de l'iode actif. Cette organification, elle est sous l'action d'une enzyme qui est la TPO ou la thyroperoxydase. L'iode actif va ensuite se lier au résidu tyrosyle de la thyroglobuline. La thyroglobuline est une glycoprotéine, comme on a dit, qui est synthétisée à l'intérieur de thériocyte et puis libérée dans la colloïde. Donc, la fixation de l'iode actif sur les résidus tyrosyles de la thyroglobuline va aboutir à la formation des précurseurs des hormones thyroïdiennes, essentiellement la diiodotyrosine et la monoiodotyrosine, selon le nombre d'atomes d'iode fixés. Et puis, il y aura le couplage de ces précurseurs pour donner les hormones thyroïdiennes finales, la T3 et la T4. Donc, le couplage de deux molécules de diiodotyrosine va nous donner la T4 ou la thyroxine, ou la tétraiodothyronine, et la fixation d'une molécule de monoiodotyrosine avec la diiodotyrosine va nous donner la T3 ou la triiodothyronine. Une fois la synthèse donc est terminée, il y aura cette molécule de thyroglobuline qui contient et les précurseurs et les hormones thyroïdiennes va subir une pinocytose par le pôle apical de thériocyte. Et puis, il va rejoindre donc la lumière de thériocyte. Les lysosomes de la cellule vont se fusionner avec la molécule de la thyroglobuline et permet donc la libération des hormones thyroïdiennes dans la circulation sanguine. Pour les précurseurs, donc la monoiodotyrosine et la diiodotyrosine, ils vont rester à l'intérieur de thériocyte, ils vont subir une désiodation et ils vont subir donc une désiodation. Les molécules d'iode libérées vont rentrer dans un autre cycle, ils vont subir un recyclage et entrer dans un autre cycle de synthèse des hormones thyroïdiennes. Le transport des hormones thyroïdiennes est assuré par des transporteurs spécifiques dans 60 à 75% des cas. Il s'agit de la thyroxine binding globuline ou bien la thyroxine binding préalbumine. Il existe également un transport non spécifique, donc les hormones thyroïdiennes sont transportées par l'albumine ou d'autres lipoprotéines et une petite forme se retrouver libre dans la circulation sanguine. Elle est de l'ordre de 0,01% à 0,03% pour la T3, la T4 et elle est de 0,1 à 0,4 pour la T3. Il faut savoir que plus de 95% des hormones thyroïdiennes sont sécrétées sous forme de T4. Mais la forme est une petite quantité minime sous forme de T3. Mais la forme active, c'est bien la T3. Donc la T4 va subir une conversion périphérique pour donner la forme active ou la T3. Au niveau des cellules cibles, les hormones thyroïdiennes possèdent deux récepteurs, des récepteurs intranucléaires et extranucléaires. Donc la T3, la T3 c'est la forme active, elle est plus active que la T4. Donc la T4 va subir une conversion périphérique au niveau des cellules cibles pour donner la T3. Ensuite, la T3, elle va se fixer sur les récepteurs nucléaires pour donner donc une réponse et des effets biologiques. Le catabolisme des hormones thyroïdiennes se fait soit par désiodation hépatique ou rénale, soit par conjugaison et métabolisme au niveau hépatique,
ou bien par une désamination oxydative, une décarboxylation ou bien une désiodation périphérique. Les formes d'excrétion sont rénales et digestives. Concernant la désiodation des hormones thyroïdiennes, la désiodation périphérique, elle est le fait des enzymes, la 5-alpha-désiodase et la 5-désiodase. Pour l'enzyme 5-alpha-désiodase, donc il va donc désioder la T4 en T3 et dont il existe plusieurs types, donc deux types, donc le type 1 et le type 2. Pour le type 1, retrouvé dans le foie, le rein et la thyroïde et dans de nombreux autres tissus périphériques. Et pour le type 2, il est présent dans le système nerveux central, l'hypophyse et la thyroïde. La 5-désiodase, elle va transformer la T4 en T3 reverse inactive. Cette image nous rappelle de la structure des hormones thyroïdiennes, la T4, la T3 et la T3 reverse. Donc la différence entre la T3 et la T3 forme active ou la triiodothyronine et la T3 reverse ou forme inactive, c'est le site de fixation des atomes d'iode. Pour la T3 ou la triiodothyronine, donc la fixation des atomes d'iode se fait au niveau de l'extrémité 3, 5 et 3'. Pour la forme reverse ou inactive, elle se fait sur l'extrémité 3, 3' et 5'. Ce schéma, comme vous voyez, résume le phénomène de désiodation périphérique des hormones thyroïdiennes. Donc la thyroïde va sécréter plus de 90% des hormones sous forme de T4. Cette thyroxine va subir une désiodation périphérique sous l'action de la 5-désiodase pour donner la forme T3 reverse ou bien sous l'action de la 5'-désiodase pour donner la T3 qui est la forme active. Pour la régulation de l'axe stéréotrope, elle est sous contrôle hypothalamo-hypophysaire. Donc l'hypothalamus va sécréter la TRH ou la thyreotropine releasing hormone qui va agir au niveau de l'anti-hypophyse et stimuler la synthèse de la TSH. Donc la TSH, il va agir sur la thyroïde pour stimuler la sécrétion des hormones thyroïdiennes. Ces hormones thyroïdiennes vont exercer un rétrocontrôle négatif ou bien un feedback négatif au niveau sur la sécrétion de la TSH au niveau de l'anti-hypophyse et une action au niveau de l'hypothalamus sur la sécrétion de la TRH. Toujours concernant la régulation de l'axe stéréotrope, certaines substances et certaines situations vont moduler la sécrétion des hormones thyroïdiennes agissant au niveau central ou bien périphérique. Pour la sérotonine et la somatostatine, ils vont inhiber la sécrétion, ils vont agir au niveau de l'hypothalamus, donc ils vont inhiber la sécrétion de la TRH. Le système nerveux sympathique, le froid prolongé et la grossesse vont stimuler la sécrétion de la TRH. La dopamine et le cortisol vont inhiber la sécrétion de la TRH. L'exidiodure, il a un effet périphérique, donc il agit au niveau de la thyroïde pour inhiber la synthèse donc, des hormones thyroïdiennes. Arrivons aux effets physiologiques des hormones thyroïdiennes. Les hormones thyroïdiennes ont des effets sur tous les tissus de l'organisme. Pendant la période de la croissance, elle assure la différenciation et la maturation et la mise en place des connexions neuronales et la myélinisation. Une carence durant cette période s'accompagne d'un retard mental qui pouvant être sévère, ce qu'on appelle le crétinisme. Pour l'os, pendant la période fœtale, elle assure la différenciation et la maturation osseuse. Et pendant la période postnatale, elle assure la croissance et la maturation et la différenciation osseuse. La croissance du cartilage de conjugisant. L'hypothyroïdie durant l'enfance aboutit à un anisme qui est désharmonieux. Chez l'adulte, les hormones thyroïdiennes sont également impliquées dans les phénomènes d'ostéosynthèse et de résorption osseuse. Pour les effets métaboliques des hormones thyroïdiennes, concernant le métabolisme lipidique, ils ont un effet hyperglycémiant par l'augmentation de l'absorption intestinale du glucose et l'augmentation de la glycogénolyse. Ils ont également un effet sur la thermogenèse. Les hormones thyroïdiennes, donc, ils vont augmenter la thermogenèse. Sur la synthèse protéique, ils vont augmenter la synthèse protéique avec un effet sur la croissance. Et pour le métabolisme lipidique, il assure l'augmentation de la lipolyse et l'utilisation du cholestérol.
D'autres effets sur le système hématopoïétique. Donc, les hormones thyroïdiennes affectent de diverses façons l'hématopoïèse, le nombre de globules rouges et le métabolisme du fer. Sur le système nerveux sympathique, il existe par ailleurs donc une action bêta-stimulante directe de la forme active qui est la T3 sur l'ensemble des récepteurs bêta-adrénergiques. La thyroxine a une action moins importante. L'action sur la reproduction, donc en cas d'hypothyroïdie, il y a une absence ou bien une insuffisance de développement pubertaire chez l'enfant et chez l'adulte. On peut observer une oligo ou bien une aminorée chez la femme. La thyroxine, elle est nécessaire à la lactation normale chez la femme allaitante. Sur le métabolisme de l'eau et la fonction rénale, les hormones thyroïdiennes augmentent la filtration glomérulaire et le débit sanguin rénal. Voici un schéma récapitulatif de l'action des hormones thyroïdiennes sur les différents tissus de l'organisme, sur le système nerveux central, le système sympathique, le muscle, le cœur, le rein, l'os, la moelle osseuse, une action sur le métabolisme, donc le métabolisme de base, le métabolisme protéique, lipidique, et sur la fonction de reproduction. Sur le plan physiopathologique, le désordre thyroïdien peut manifester soit par une hyperthyroïdie ou bien une hypothyroïdie. L'hyperthyroïdie, on a une élévation des hormones thyroïdiennes avec un taux de TSH abaissé. Pour l'hypothyroïdie, il y aura un déficit en hormones thyroïdiennes qui est dû à une atteinte primitive de la glande ou bien à une atteinte hypothalamo-hypophysaire. Dans ce cas-là, on trouve un taux de TSH qui est élevé. Sur le plan clinique, en cas d'hypothyroïdie, on a un syndrome d'hypométabolisme qui va se manifester par une asthénie physique et intellectuelle, somnolence, frilosité, bradycardie et prise de poids. En cas d'hyperthyroïdie, on a une accélération du métabolisme avec une perte de poids inexpliquée, une tachycardie, intolérance à la chaleur, insomnie, irritabilité. Donc c'est tout à fait le contraire du tableau de l'hypothyroïdie. Voilà pour le cours, je vous souhaite bon courage et merci.